Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je découvre un animal peu commun, le sanglier, ici dans une ferme d'élevage à Saint-Augustin-de-Desmaures. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors, me voici avec Charles Fortier. Charles, tu es copropriétaire de la ferme Sanglier des Bois avec ta femme Nathalie. Ça fait à peu près 20 ans que tu as créé la ferme d'élevage de sangliers ici. Comment est-ce que ça a commencé, cette histoire un peu particulière? Parce que le sanglier, c'est pas un animal qui est très commun. Oui, bien, c'est les hasards de la vie qui nous ont menés à ça, dans le fond, quand on était à l'université. On faisait partie d'un comité organisateur d'une fête à l'automne. Puis le comité avait décidé de faire un méchoui de sangliers. Puis on s'était proposé, nous, au printemps, pour faire l'élevage des petits sangliers pendant l'été pour le méchoui à l'automne. Puis de fil en aiguille, bien, on a apprécié l'expérience. On a décidé d'acheter un mâle reproducteur l'automne suivant, puis de commencer à faire un petit élevage qui a grossi tranquillement pour venir à ce qui est rendu aujourd'hui. Je suis très surprise de savoir que le sanglier est au Québec depuis très peu de temps, là, quelques dizaines d'années. Donc, c'est un animal qui nous provient de l'Europe. Parle-moi un petit peu là, des origines du sanglier. Oui, bien, c'est ça. Au Québec, le sanglier n'est pas un animal indigène. Dans le fond, il a été importé d'Europe, comme tu disais. Puis la première fois où ils sont arrivés, c'est à l'Expo 67 de Montréal. Dans le fond, il y avait des gens d'Europe qui ont apporté des sangliers pour les exposer. Puis par la suite, bien, il y a eu un petit engouement qui s'est fait. Ils ont fait venir d'autres sangliers d'Europe pour avoir plus de génétique. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, l'élevage s'est développé, tout en demeurant un élevage marginal, par contre. Qu'est-ce que ça mange, un sanglier? C'est omnivore, donc ça mange de tout. Nous, ici, à la ferme, dans le fond, ils vont manger ce qu'ils vont trouver dans leurs enclos, comme ça peut être des feuilles qui vont tomber des arbres, des petites pousses d'herbes ou des insectes, peu importe. Mais l'alimentation principale qu'on leur fournit pour leur croissance, ça se trouve être du grain. La viande de sanglier a une teneur en protéines qui est quand même assez élevée si on la compare à d'autres viandes. C'est quoi les particularités de cette viande-là? C'est une viande qui va avoir plus de saveur, plus de goût que du porc ou du bœuf, mais ça n'a pas non plus les caractéristiques d'une viande sauvage comme le chevreuil ou l'orignal, qui peuvent avoir des goûts de sapinage ou des fois un goût un petit peu plus ferreux là, en bouche. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est une viande plus goûteuse que le bœuf, très savoureuse, mais pas forte. Charles, aujourd'hui, on va aller voir des petits marcassins, on va aller nourrir aussi les sangliers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là concrètement tous les deux? Ah, ben on va aller faire un tour dans la maternité, dans le fond, pour aller justement nourrir une femelle. On va pouvoir les prendre dans nos bras, les petits marcassins? Oui, on va pouvoir prendre des tout petits qui sont pas trop vieux, là. Ils vont peut-être couiner un petit peu, mais okay. Ça va être quand même intéressant. Puis après ça, on va aller pouvoir peut-être donner de la paille aussi. Bon, ben, c'est parfait. J'ai hâte de visiter cette belle ferme ici. Parfait, merci. Bonjour, moi c'est Mélanie Pilote, je suis copropriétaire de Nomade Junerie. Je suis originaire de Charlevoix, je demeure bien ici dans Portneuf depuis 3 ans. Puis on a démarré Nomade Junerie il y a de ça 3 ans. Dans le fond, une junerie, c'est une entreprise qui fabrique du jun. Donc, le jun, c'est un peu le champagne du kombucha, donc le petit cousin du kombucha. C'est un thé fermenté à base de miel. Donc, c'est vraiment la grosse particularité. Miel brut, 100% québécois. Très simple au niveau des ingrédients, eau, miel, thé, culture de jun, puis les aromates et fruits selon la saveur qu'on fait. Je dirais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le kombucha, mais qui aiment le jun. Donc, moins d'acidité, moins le côté vinaigré, un petit peu moins agressif, peut-être plus accessible un petit peu, là. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le champagne du kombucha. C'est pas nous autres qui avons inventé ça, là. Aux États-Unis, c'est bien appelé Champagne of Kombucha. Fait qu'on a repris un peu cette appellation-là. Ouais, dans le fond, c'est qu'on fait une infusion de thé. Donc, c'est un peu un concentré qu'on fait pour rajouter dans notre brassin, dans notre gros brassin après. Là.
Je pense qu'il y a une belle effervescence là, présentement, beaucoup de petits producteurs locaux au Québec dans plusieurs types de breuvages qui se lancent vraiment vers la fermentation spontanée. Puis c'est un retour aux sources parce que les cueilleurs, dans le temps des cavernes, laissaient les pots, puis ça fermentait, il arrivait, il y avait de la boisson. Fait que, ça fait depuis des milliers d'années. C'est un peu un retour aux sources, en fait, avec ce type de boisson-là. Notre mission première, c'est vraiment de prendre soin des insectes pollinisateurs, donc de protéger les insectes pollinisateurs, d'ailleurs les abeilles, de valoriser le rôle de l'abeille aussi à la vie en général, et de par notre boisson, donc d'encourager des produits locaux, mais aussi des ressources locales, naturelles. Donc on sait que les abeilles sont en voie d'extinction, il y a de moins en moins de miel, de plus en plus de grandes cultures qui vont diminuer la nourriture disponible pour les abeilles. C'est pas parce qu'on est en région qu'on peut avoir des projets innovateurs qui sortent des sentiers battus. Ça a été quand même très bien reçu, puis on a eu beaucoup d'aide de plusieurs paliers en région pour nous aider à démarrer. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs au Québec, mais l'actionnariat reste homme blanc à 90 % là, en Amérique du Nord présentement. Puis moi, je me suis donné comme mission de jeunes femmes entrepreneurs de m'impliquer dans l'écosystème entrepreneurial québécois, puis d'encourager les jeunes femmes aussi à partir en affaires. On voulait un peu démystifier la boisson, le thé fermenté, puis c'est pas juste pour les yogis, les gens actifs. Donc, on voulait aller chercher un peu monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, c'est bon pour tout le monde, finalement, ce type de boisson-là. Il y a un trend pour ça, il y a une demande pour ça, puis c'est vraiment l'avenir, en fait, des boissons. On tend de plus en plus vers les boissons non alcoolisées, moins alcoolisées. C'est pas vrai qu'on s'en va dans une micro puis on veut juste boire de la bière. Des fois, on veut quelque chose de bon, sans alcool, rafraîchissant. Donc, on est allé se coller beaucoup plus sur le côté bière de microbrasserie québécoise pour offrir une bonne option fermentée, donc un produit travaillé, recherché dans une microbrasserie. Fait qu'entre deux bières, un petit gin, question de diminuer le taux d'alcool un petit peu. C'est bon. On veut élargir encore un petit peu plus là, au niveau de la consommation sur place, microbrasserie, café, boulangerie, puis aussi en épicerie. Commerce en ligne aussi, là, on travaille vraiment beaucoup présentement. Puis par la suite, d'avoir du fun. Le plaisir est vraiment important dans la business aussi. Donc, de créer une belle équipe, puis une belle famille juneuse. Mon nom, c'est Pierre Tardy. Je suis lettreur depuis un petit bout de temps, là, depuis 1988. On va se mettre en 33e année. Vous êtes présentement dans mon atelier à Grondines, un beau petit village là, pratiquement entre Québec et Trois-Rivières. C'est fait à main, c'est fait à main levée. Puis les gens, aujourd'hui, surtout les nouvelles générations, ils n'en croient pas leurs yeux. Si tu es en bas de 40 ans, tu n'as jamais vu ça, un lettreur dans ta vie. C'est sûr que dans les années 70, tu branlais un arbre, il tombait 3-4 lettreurs. Là. Il y en avait des lettreurs parce qu'il y a une demande en affichage. La demande, elle n'a pas changé. La méthode de production a changé. Fait que des lettreurs traditionnels comme moi, j'ai la prétention de dire que je suis peut-être le seul au Québec qui reste à faire ça à temps plein puis à gagner sa vie à temps plein juste de lettrage. Puis tout le monde est d'accord de dire que ça prend 4 à 5 ans former un bon lettreur. Tu sais, pour dire qu'on est capable de réaliser une porte comme ça sans avoir de besoin d'esquisse, de sketch ou rien de ça. Tu sais, je trouve mon centre en premier, on voit que mon centre est tracé. Puis ça, c'est tout tracé avec crayon puis la règle, mes 2 lignes. Puis je trace rapidement mon style de lettrage. Puis le style de lettrage, lui, il est fait avec le pinceau.
quelque chose qui est un petit peu plus humain, moins machine, qui a un petit peu plus de charme, de chaleur, de caractère, un petit côté unique. Il n'y a pas deux coups de pinceau qui sont pareils. Moi, j'ai commencé à y aller à la piste de course à l'autodrome Val-Bélair dans les années 70. Puis c'est là que je me suis rendu compte que les voitures, ça attirait mon œil. Le lettrage, les numéros, c'était tout fait à la main dans les années 70-80. Puis ça a toujours attiré mon attention au point que j'étais peut-être le seul kid qui avait hâte d'aller dans les puits de ravitaillement après les courses, pas pour voir les pilotes et avoir des autographes. Moi, je voulais aller voir les voitures de proche, puis aller voir le lettrage. Quand on me demande de faire un dessin, je vais le faire, mais je pousse pas la machine pour faire des dessins. Des petits dessins simples, un petit cartoon. J'ai déjà fait des tikis sur des voitures d'époque, ou ben une tête de mort, un crâne. Oui, mais des dessins trop élaborés, du airbrush, non, je touche pas à ça. Je m'en tiens. Moi, mon métier, c'est le lettreur. C'est le lettrage que j'adore. Je faisais du lettrage commercial dans les premières années, ce que je fais encore, mais maintenant, la moitié de ma clientèle, c'est une clientèle différente. C'est une clientèle, on va appeler décorative. C'est de la voiture antique, des collectionneurs automobiles, des productions de cinéma, des gens qui veulent une décoration dans le salon. Faut pas s'asseoir à côté du téléphone en pensant qu'il va sonner. Seul. Ça arrive pas, ça. Faut sortir, puis il faut se promotionner. Puis moi, ma passion pour le lettrage, ben ça me pousse à dire, ben gars, faut que je passe ces étapes-là dans le but de gagner ma vie à faire ça. Faut que ça bouge tout le temps. Le déficit d'attention hyperactif, oui, j'ai tout ça. Je pense pas que ça soit incompatible. L'hyperactivité, c'est important. Quand tu es à ton compte, là, je pense que c'est un plus. La technologie sert mon métier traditionnel. C'est la promotion, tu sais, les tentacules du web, là, où est-ce que ça peut se rendre. Fait que oui, je me sers beaucoup de Facebook pour promotionner ce que je fais. Parce que oui, j'ai un site Internet, mais un site Internet, ça se propage pas à la même vitesse qu'une photo sur Facebook. Il y a eu des écoles de lettrage jusque dans début des années 80. Les gens qui apprenaient le métier de cette manière-là, ils savaient qu'il y aurait du travail par la suite. Tandis que maintenant, tu apprends un métier que tu n'es pas sûr que tu vas avoir du travail. Il faut que tu ailles la fibre entrepreneuriale aussi. Parce que si tu n'as pas cette fibre-là, tu ne pourras pas travailler dans ce métier-là. Fait que oui, c'est inquiétant un peu qu'il n'y ait pas de relève. J'espère qu'il va en avoir. J'enseigne, je donne des workshops, j'ai des DVD sur le marché pour montrer le lettrage. Mais j'ai l'impression que les nouvelles générations se découragent rapidement. J'ai des connaissances en lettrage qui ont travaillé jusqu'à 90-95 ans, là, jusqu'à leur mort là, en lettrage. Là. Fait que moi, c'est assez une passion pour dire que non, j'ai pas de plan de retraite. On va travailler jusqu'à temps qu'on va être capable. Bon, bien, on va aller voir les petits marcassins à l'intérieur. Oui. Donc là, c'est là où sont les femelles avec leurs bébés. Oui, exactement. C'est là que les femelles vont avoir leurs petits. Bon, mais c'est ça. C'est qu'ici, dans le fond, on a les femelles là, qui sont tout jeunes, hein? Oui, eux, c'est des sangliers qui ont 2 semaines environ. OK. On va espérer qu'elle est gentille. Il y en a qui ont des meilleurs caractères que d'autres. Ah, mon Dieu, elle bronche pas du tout, hein? Non, elle est très gentille. Oh, que c'est beau! Là, c'est sûr qu'au début, ils sont peureux un petit peu. Ah, c'est doux! Salut! Ah oui! Bon, mais ça, les marcassins, c'est vraiment caractéristique comme animal. À la naissance, ils vont avoir 11 rayures noires et beiges sur le côté. Ça leur sert de camouflage. Justement, dans la nature, là, ils se camouflent comme ça dans les herbes. Puis après ça, ces rayures-là vont... J'ai comme eu peur! Non, mais c'est plus lui qui a eu peur. Ces rayures-là, dans le fond, ça va disparaître là, vers l'âge de 3 mois environ. Okay. Là, ils vont devenir des bêtes qui vont être toutes rousses. Puis après ça, ils vont avoir leur pelage plus brun-noir par la suite là, pour le reste de leur vie. C'est beau, les couleurs. Il y a comme 3
3 teintes de brun, on dirait. Ouais, c'est vraiment un genre de dégradé pour se camoufler. OK. Puis on voit que c'est des petites bêtes qui sont nerveuses aussi. Oui, ouais, je viens de remarquer ça. Est-ce que je peux le prendre? Oui, oui, je peux essayer de te le prêter. Il n'y a pas de danger, il peut pas mordre. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de se sauver. Hey, ça va! Bon, lui, il a peut-être... Tu vois, même pas pressée d'aller voir ses petits. C'est une petite pause pour elle. Pause des enfants. Si tu veux, on pourrait aller voir d'autres sangliers pour les nourrir. Oui, ouais. Je te suis. OK, c'est bon. C'est toi qui connais la ferme ici. Puis on va y le manger. Le groupe de sangliers qu'on a ici, dans le fond, eux, ils ont été mélangés ensemble quand ils sont sortis de la maternité, dans leur enclos où ils sont nés tout à l'heure, qu'on a vu ensemble. Puis ce groupe-là va rester ensemble le reste de sa vie. Dans le fond, ça va être la harde qui va vivre... Est-ce qu'il y a déjà une hiérarchie qui est établie en ce moment? Oui, c'est déjà établi. Ça s'établit dans les heures qui suivent le moment où on les mélange ensemble. Quand on les mélange, c'est vraiment des petites batailles un peu partout. Là. Ils veulent tous savoir c'est qui le plus fort. Fait qu'est-ce qu'on court après. Nos 10 premières femelles qu'on avait THC, il y avait des noms. Il y avait Gertrude, il y avait... c'était quoi donc? La Chipie. Il y avait vraiment... Des noms maintenant, avec pour 300 ces 10 sangliers, femelles-là. c'est difficile. Mais maintenant, c'est ça, les femelles, à ce temps, on les appelle par leur numéro. Ils ont toute une boucle dans l'oreille, un identifiant. Mais non, c'est vraiment les premières qu'on avait eues, il y avait tous leur propre nom. Là. Donc là, Charles, on va aller nourrir les gros mâles reproducteurs dans l'autre Ouais, c'est ça, bâtisse. c'est que là, vraiment les plus gros, ça va être plus impressionnant. Fait que là, étant plus gros, plus affamé, c'est pas long qu'ils viennent manger. Non, c'est ça. Parce que c'est sûrement les femelles reproductrices comme ça, puis les mâles, on les nourrit pas à volonté. Si on les nourrissait à volonté, ils viendraient obèses, super gros. Puis là, ils seraient plus en forme et il y aurait la misère à mettre bas. Les mâles auraient la misère à coupler les femelles aussi. Fait qu'on leur donne juste assez pour qu'ils soient en bon état de chair, qu'on appelle, là, qui est en bonne santé. Mais si on les laissait faire à volonté au buffet, là... C'est très gourmand, un sanglier. Exactement. On aurait des sangliers qui peseraient 400-500 livres avec une grosse bédaine qui penche jusqu'à terre, là. Parce qu'en nature, il faut qu'ils fouillent pour trouver leur nourriture, parce qu'ici, ben, on leur donne. C'est que... Bon, donc ici, on vient de voir notre troupeau de femelles reproductrices et de mâles reproducteurs. Maintenant, on va aller voir les animaux à l'engraissement, dans le fond, le gros du troupeau. OK. Donc ici, on arrive dans le fond à nos 2 grands enclos extérieurs où on fait l'élevage de nos sangliers pour la viande. Ils vont passer 1 an de leur vie dans ces enclos-là. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que c'est des animaux, comparativement à d'autres élevages plus traditionnels, même si on les abat puis on les élève pour la nourriture, pour les manger, ils ont quand même une vie heureuse. T'sais, ils ont eu une vie où est-ce qu'ils ont pu exprimer leurs besoins naturels de courir, de se promener, de fouiller dans la terre. Ben, merci en tout cas, Charles, de m'avoir fait découvrir ta ferme, d'avoir pris un petit marcassin aussi. C'était comme un rêve pour moi d'avoir un bébé. Il y a pas beaucoup de gens qui ont pris des marcassins dans le bras. Ben, merci de m'avoir donné cette possibilité-là. C'est bon.